Sebassoni est incontestablement ma plus belle découverte. Comment rencontrer un phénomène aussi rare que ce vieux monsieur Jérôme? Voici toute l'aventure. Elle, c'est Hilde Balleux. Un jour de 2008 au Rwanda, elle rencontre un vieux jardinier du nom de Jérôme Sebassoni. Il lui raconte sa vie en quelques minutes. Une vie qui semble incroyable. La curiosité aiguisée, Hilde décide de mener l'enquête. Elle est rejointe dans cette aventure par Jeroen Janssen, dessinateur tout-terrain et ami de toujours. Un sacré numéro, ce Jérôme. Mais en démêlant la romance de la réalité, on découvre que les faits racontés sont vrais. En 1959, au Rwanda, c'est le début des pogroms anti-Tutsi. C'est ainsi que Jérôme voit une partie de sa famille décimée et massacrer son oncle sous ses yeux, alors qu'il n'a que 15 ans. Il s'enfuit alors au Burundi et entre dans les forces armées rebelles. C'est lors d'une opération de guérilla qu'il va rencontrer des Cubains, notamment le commandant Che Guevara dont il va devenir le guide. Lorsque Guevara rentre à Cuba, Jérôme le suit et reste vivre à Cuba une partie de sa vie, avant de revenir en 1975 au Burundi. Puis en 1990, il s'engage auprès du Front patriotique rwandais et finit par rentrer au Rwanda. Hilde Balleux et Jeroen Janssen retracent le passé de Jérôme Sebassoni avec lui jusqu'à ce qu'il décède, puis ils vont jusqu'à Cuba pour retrouver ses traces et ses anciens camarades. Nous avons promis Jérôme Sebassoni que son histoire ne tomberait pas dans les oubliettes, et c'est chose faite. Le livre Mon camarade Che Guevara nous en apprend sur la guerre au Rwanda, la colonisation et les pères blancs belges, les liens entre les rébellions africaines et Cuba, mais aussi sur la vie quotidienne au Rwanda et à Cuba. C'est surtout l'histoire d'un héros oublié par l'histoire, une biographie en forme de récit de voyage, pleine d'humour et d'émotion. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse que vous soyez venus si nombreux aujourd'hui. Je me présente, moi je suis Mandragore, je suis autrice mais aussi responsable des éditions L'Œuf qui ont publié donc, cet ouvrage qu'on va vous présenter qui s'appelle Mon camarade Che Guevara. Et j'ai à côté de moi donc, les auteurs et autrices que je vous présente. Donc Jeroen Janssen qui est à la fois dessinateur, mais qui du coup a aussi participé à la rédaction du livre, qui est aux frontières de la bande dessinée, puisqu'on est plus dans une sorte de récit de voyage dessiné. Un récit de voyage, mais en fait c'est une enquête, hein, c'est une investigation. Et Jeroen est plus de l'univers du récit de voyage. Il a déjà fait de nombreux livres. Il est flamand, donc beaucoup de livres en flamand, mais aussi certaines bandes dessinées ont été publiées en France. Et puis à ses côtés, vous avez Hilde Balleux, qui donc, elle, est aussi dessinatrice, mais a plus développé sa plume, puisque c'est elle qui a lancé l'enquête et qui a rédigé une grande partie de ce récit. Et puis surtout, c'est elle qui a rencontré le fameux Jérôme Sebassoni, qui est le personnage central de ce livre. Et tout au bout, nous avons Christophe Villain, qui est un journaliste multicarte, qui est une figure du monde de la bande dessinée, qui est toujours à l'affût des sujets intéressants et des artistes émergents en bande dessinée, qui travaillent notamment en ce moment pour Ciné Mensuel, mais pas que. Voilà. Donc je vais lancer une première question et après on va se passer le micro. Et puis un peu plus tard, on vous proposera aussi le micro pour vous poser des questions. Voilà. Alors, pour faire découvrir effectivement
toute cette histoire rocambolesque, il faut que je commence par le début, c'est-à-dire comment vous deux vous vous êtes rencontrés et où. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je suis arrivé au Rwanda dans l'année 1990 parce que j'avais une femme qui voulait travailler absolument en France et au Rwanda, et c'est là-bas qu'elle a rencontré Hilde parce qu'elle était là avant moi et elles étaient des bons amis. Et puis moi, je suis arrivé et j'ai rencontré Hilde aussi et on a passé 4 ans ensemble au Rwanda. On était des bons amis, on se fréquentait tout le temps. Mais après, j'ai perdu Hilde un peu de vue parce que le génocide est arrivé. On a dû s'enfuir tous pour ne pas être tués. Et bon, Hilde est retournée au Rwanda. Tu continues? Oui, donc moi je suis revenue au Rwanda, mais des années après. Mais voilà, Yeroun et moi, on ne s'est jamais perdu de vue quand même. On s'écrivait et puis voilà, tu le sens tout de suite quand il y a quelqu'un d'intéressant que tu rencontres, tu fais tout pour ne pas le perdre. Surtout que moi, je sais très bien qu'il est très complémentaire avec moi, dans les délires aussi. Donc j'ai bien fait de ne pas l'écarter de mon cerveau. Il est resté dedans, il avait une très bonne place. Et donc au moment où j'avais vraiment besoin de lui, ah ben voilà, je l'ai sorti. Bon, en effet, moi, j'ai quitté le Rwanda pour aller vivre en Europe, mais j'avais beaucoup de nostalgie. Même après toutes les cruautés qui sont passées, j'avais laissé des amis là-bas et j'avais envie de les retrouver. Et en 2007, je pense, je suis retourné au Rwanda et par hasard, Hilde s'était aussi réinstallé là-bas. Non, au Burundi. Oh non, la première fois, c'était au Rwanda. Et bon... Et Hilde me racontait tout ce qu'elle faisait. Et moi, je dis, oh, c'est intéressant. Et moi, je voulais de l'inspiration pour mes bandes dessinées. Et comme ça, on a décidé de faire des choses ensemble. Ouais. Donc moi, je suis de base, je suis institutrice. Donc je suis partie comme institutrice au Rwanda. J'ai travaillé là 6 ans. Et c'est là que j'ai travaillé à l'école belge comme professeur d'art plastique. Et quand je suis partie, parce qu'après, c'était à Gisenyi, donc c'est la frontière avec le Congo, et puis j'ai trouvé une place à Kigali, et j'ai donné ma place de professeur d'art plastique à Yeroun. Et voilà, mais donc je suis de base, je suis institutrice, mais après j'ai rencontré l'homme de ma vie avec qui je suis toujours, et je l'ai suivi parce que lui, il est agronome, donc tropical, il ne faut pas rentrer en Europe avec ce diplôme. Donc je l'ai suivi et puis je me suis adaptée à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, mais je suis vraiment restée dans l'enseignement parce que je me suis développée, qu'est-ce que je peux dire, spécialiste, je ne sais pas, en communication et donc droit à l'information. Donc j'ai travaillé dans le journalisme, donc j'ai enseigné le journalisme aux enfants ou aux jeunes au Burundi, puis on a créé une ONG au Bénin pour le droit à l'information, pour sensibiliser les jeunes, les femmes. Donc je me suis vraiment beaucoup investie là-dedans et je le fais toujours. Je suis actuellement en Mauritanie, où je travaille pour Médecins du Monde, Médicos del Mundo, où je travaille encore sur la production de livres pour le droit à l'information pour les femmes et les enfants. Ce n'est pas évident parce que c'est la République islamique de Mauritanie. Donc j'ai parfois un peu peur de ce que je dois dire, mais je le fais. Donc voilà, et donc à chaque fois, j'essaye quand même encore d'impliquer Yeroun dans mes aventures parce que j'ai besoin de bons illustrateurs parfois. Et voilà. Bon, on oublie de dire comment on a eu l'idée de faire cette histoire-là. Donc moi, je parle d'abord un peu de moi. Je suis resté en Europe, j'ai commencé à faire des BD.
Et à un certain moment, j'ai fait un reportage pour la revue 21 et j'ai vu que j'aimais bien faire les reportages. Et depuis là, je suis sorti toujours avec mon carnet de croquis pour faire des reportages, par préférence sur location. Et à un certain moment, j'avais envie de faire un grand reportage dessiné sur mes expériences que j'avais eues au Rwanda. J'ai entre autres aussi enseigné dans une école d'art là-bas, après l'école belge. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus des amis après. Donc en 2007, quand j'avais tellement la nostalgie de retour, oui, non, ça c'est, il faut passer quelques années. En 2014, je suis retourné au Rwanda pour faire ce grand reportage sur les amis que j'ai laissés là-bas, sur les gens que j'ai connus au Rwanda, sur ce qui est devenu de l'école d'art après la guerre. Et c'est là que j'ai encore une fois rencontré Hilde. À ce moment-là, tu étais à Burundi. Le pays, bon, c'était à 200 km de là où moi j'étais. Et Hilde m'a téléphoné. Elle dit, bon, je sais que tu es à Rwanda. Maintenant, il faut que tu vas me chercher quelqu'un que j'ai connu. C'est ça qui est très marrant parce que cette histoire extraordinaire de recherche, d'enquête, qui va durer d'ailleurs assez longtemps, ça démarre sur un banc autour d'un terrain de foot. Qu'est-ce qui attire ton regard vers ce vieux monsieur qui est en bleu de travail neuf, c'est ce que vous précisez. Comment se fait ce premier contact et comment vient-il te parler? C'est lui qui vient vers toi? Non, il ne vient pas vers moi, c'est moi qui viens vers lui. Donc je suis avec mes enfants qui jouent au football sur un terrain de foot et ma fille qui cueille des petites fleurs. Donc je m'ennuie un peu. Et puis, je suis toujours à la recherche de curiosité, parce que j'ai travaillé à cette époque aussi à la radio, donc il fallait toujours des sujets et tout. Et là, je regardais les nuages, je regardais un peu tout, et puis je vois un monsieur là. Je dis, tiens, ça c'est un nouveau jardinier, je ne l'ai jamais vu. Et puis, il avait des grosses lunettes, et puis il avait des traits très marqués, et puis il était dans une tenue, une salopette toute neuve. Donc je disais, mais il y a quand même quelque chose de curieux avec ce monsieur-là, et je ne sais pas, je le sens. Et je dis, parce qu'il ne faisait rien, bien sûr, il ne faisait rien, parce que Jérôme, il ne faisait rien. C'est vraiment, il était toujours là, mais il ne faisait rien. Et je dis, papa, viens chez moi, à côté de moi, sur le banc, et repose-toi un peu. Et puis j'ai dit, oh, vous êtes nouveau ici. Et il me répond en espagnol. Je dis, pardon, je ne savais même pas que c'était espagnol. Je dis, c'est une langue que je ne connais pas. Je dis, et puis il commence à raconter un peu, oui, j'étais à Cuba et tout ça. Je dis, pardon, vous étiez au Cuba? Il dit, oui, mais en fait, il faut que tu écrives mon histoire parce que je ne veux pas mourir sans que mon histoire soit connue. Parce que, voilà, j'ai dit, moi, je travaille pour la radio. Je dis, écoute, où est mon carnet? Et je prends mon carnet, mon bic, et j'écoute. Bon, je dis, peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Et il commence à raconter son histoire et puis il me sort des noms et des noms, Mitodidi, Moulélé, Kasavubu, puis des endroits incroyables. Et je dis, mais wow. Et puis donc, que tu notes, on le voit, tu notes. Comme un perroquet, là. Je dis, attends, je vais faire des recherches après parce que je ne sais pas du tout de qui tu parles. Et donc, après, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé un peu à chercher sur Internet et je voyais effectivement tout semble vrai. Et puis, il me disait aussi, demain, tu reviens, je vais te parler de mon camarade Che Guevara. Je dis, ton camarade Che Guevara? Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mon carnet, je vais... Hop, mon camarade... Et on se donne rendez-vous. Le lendemain, je suis avec lui à nouveau sur le banc. Et il continue à parler de Che Guevara et tout ça. J'ai dit, mais non, c'est incroyable ce monsieur. Mais il est fabulateur ou quoi? C'est un monument. Est-ce que tu y crois à tout ce qu'il te raconte sur le moment? Le fait qu'il parle espagnol et qu'il connaît tout ça comme un jardinier, je dis, ça ne peut pas être pas vrai. Je dis, mais comment ça se fait que tu me sors ça ici sur le banc et pourquoi tu ne dis pas ça à la radio, aux journalistes rwandais et tout ça? Non, il dit, non, je sens que c'est toi que je dois avoir. Et puis, je note, mais vraiment toute la matinée. Et je retourne encore le lendemain parce qu'il a dit, oui, j'ai 3 lettres pour toi. Il faut que tu m'aides parce que ces lettres-là, il faut que tu m'aides à les donner. Je dis, oui, il n'y a pas de souci, c'est pour qui? Il dit, oui, il y en a une pour Fidel Castro,
Et on La a fille une- du Tché. la fille du Tché. Et pour le commandant Victor Dreke, c'est le numéro 1 des Cubains. Oui, et Mais dit- tu vas le perdre. Finalement, Jérôme, au bout d'un moment, Ouais. tu vas Ouais. le perdre. C'est là Le où tu 4e interviens. jour, il a été viré. Et là, il était perdu, je ne le retrouvais plus. Il avait été puni parce qu'en fait, bon, ça va venir après, c'était en fait un éternel rebelle. Il a été aussi avec l'FPR, donc le génocide et tout ça. Et ça, c'est encore très sensible. Et ils l'ont un peu écarté. Il a été viré parce qu'il parlait trop aussi, il faisait rien en fait. Et donc, il a été viré et je ne l'ai plus retrouvé. Et il a traîné, bien sûr, pendant 6 ans ou quoi, dans ma tête. Et comme j'ai travaillé avec des journalistes, j'ai demandé aux journalistes rwandais, mais cherchez-moi ce monsieur. Moi, je n'ai pas fini avec lui. J'ai encore plein de pages dans mon carnet. J'ai besoin de le revoir. Et puis, personne ne voulait m'aider. Et j'ai dû déménager. Je suis partie au Bénin après. Et il est resté comme Jeroen restait dans ma tête. Jérôme est resté dans ma Et tête. c'est là où tu vas demander à Jeroen d'aller le rechercher. Ouais. Et pourquoi commencer par les coiffeurs? Moi, ça m'a surpris, ça. Donc, ce que Hilde raconte maintenant, ça s'est passé vers 2007, la deuxième période qu'elle a résidé au Rwanda. Et puis, on est en 2014, le moment que moi je viens pour mon reportage, je viens au Rwanda. Et Hilde le sait, elle est au Burundi, le pays limitrophe, c'est un moment. Oui, mais bon, les frontières sont un peu fermées, donc Hilde n'aimait pas plus trop aller au Rwanda parce qu'au Rwanda, tout le monde te regarde, tu es filmé partout. Donc Hilde me téléphone à partir de Burundi. Dès que j'arrive dans l'aéroport, Hilde au téléphone. Allô, il faut aller voir ce vieux que j'ai rencontré dans le temps. Et je dis, Hilde, comment est-ce que je vais trouver cet homme à Kigali? Il y a 1 million d'habitants. Et elle dit, bon, Commence par les coiffeurs. Il y en a non, 250, c'est ce ça, qu'elle dans m'a le... dit. Elle m'a dit, tu vas dans le quartier de Nyamirambo, c'est un quartier populaire, et là, il faut aller dans un salon de coiffure, et tu vas demander. Bon, moi, je vais à Nyamirambo avec mon carnet de croquis, je dessine un peu dans la rue, et je regarde s'il y a des salons de coiffure, mais il y en a 243. Donc, je ne sais pas bien où entrer. Mais soudain, je remarque sur un mur un petit Che Guevara qui est peint sur le mur et je pense, c'est peut-être là qu'il a été. Donc, j'entre, les gens me regardent un peu. Je commence encore à dessiner et à parler un peu avec les gens. Mais personne ne connaît Che Guevara. Et encore moins Jérôme. Et encore moins Jérôme, parce que je connaissais le nom de Jérôme, mais il dit il faut dire Che Guevara, alors tout le monde va le connaître. Non, personne. Mais après, j'ai donné mon numéro de téléphone à quelqu'un qui m'avait l'air très attentif. Et quelques jours plus tard, je suis dans le bus pour aller vers un autre village et il me téléphone. Mon téléphone sonne, et puis il y a une voix qui parle en espagnol. Hola, aquí Jerónimo, habláis espagnol? Et je pense, un Rwandais qui parle l'espagnol, ça doit être lui. Et après, on a fait un rendez-vous. Mais je pense, Mandra. J'en profitais juste pour rebondir sur... parce qu'on est dans la bande dessinée beaucoup là en ce moment, dans le journalisme en bande dessinée, etc. Et en fait, je trouvais quelque chose que je trouve assez agréable dans votre livre, c'est qu'en fait, vous avez une façon de faire de l'investigation complètement empirique. Il n'y a aucune technique, si ce n'est la sensation... Tu disais qu'il y avait une stratégie quand même. Oui, mais Oui, il y a bon. une stratégie. Notre méthode, c'est ne rien préparer. Voilà, c'est Voilà. ça. Compter sur la belle étoile. Vous êtes vraiment dans l'instinct. Ouais, on va voilà, dire. l'instinct. On voit des gens et on dit, celui-là, là. Il y C'est pour a ça eu que des... quand tu dis, tiens, j'ai vu un petit Che Guevara dessiné, je vais là. Ouais, il y a eu des moments où on disait, mais c'est incroyable la chance qu'on a, parce qu'on a dû vraiment aller, même à un moment donné, donc le Jérôme, tout son... pourquoi il est devenu rebelle comme ça, c'est parce qu'il a vu son tonton Mutembo se faire massacrer par un blanc,
Un père blanc, un Belge. Lui, il dit que c'est un Belge. Mais le Belge, là, le mot Belge, ça sort de sa bouche, mais c'est vraiment la merde. C'est les Belges de merde. Et donc, bon, on était Belges. Mais donc, c'était un peu gênant. Mais donc, qu'est-ce que je disais là? Les Belges de merde. Oui, donc voilà, donc ce meurtre-là, c'était aussi une énigme parce qu'il était enfant à cette époque-là. Et il disait, mais mon tonton, il avait des dents en or, c'était un chef. Il a été tué par les Belges, par le Belge là. Il s'appelait Padre Keripi. Je dis, oh, c'est pas un nom belge. Je dis tout de suite, hein, c'est pas belge ça. Et donc, mais bon, lui, il était encore avec ça. Il dit, mais il est où enterré et tout. Et donc, on est allé même Vous à la recherche. effectivement Oui, ces pères blancs. On a juste, on savait sur une colline que ça s'est passé. Et puis, à l'improviste, on est allé sur cette colline et puis on est allé chercher le cadavre et tout. Et on a questionné les gens. On a dû fuir aussi parce que c'était aussi un peu délicat, ouais, très tendu. Ouais. Mais on a trouvé donc le cadavre, les dents en or, on sait où ils sont. Et on a aussi trouvé le père belge. Qui a fait ça. Donc, ouais, c'était toujours par hasard. Mais effectivement, vous tirez les fils un peu partout. Ouais. Et puis, nous, on vous suit en tant que lecteur dans un voyage. Oui, il y a des moments où on ne sait pas trop où ça va, d'ailleurs. On se demande. Surprise. Tiens, il arrive là. Oui, et même parfois, on vous amène dans le livre à un endroit où c'est pas là. Des fois, il n'y a rien. C'est pas là. Vous dites, oh, ils vont y arriver. Et puis, quand vous arrivez là-bas, on dit, ah non, c'est pas là. On retourne. Moi, j'ai adoré le moment où vous êtes à Cuba pour retrouver finalement la fille et la femme de Jérôme. Où on se dit, mais comment ils vont faire? Comment vont-ils faire? Puisque il paraît inconnu son passage à Cuba. Il y reste combien de temps? Je ne sais plus. Non. À Cuba, oui, non. 4 ou 5 ans. On ne sait pas très bien. Oui. Ouais. Ouais. Donc, et vous partez de rien? On part de rien. Ben, on avait vu... Quelques photos quand même que vous aviez vues. On ne savait toujours pas si c'était vrai, oui ou non, parce qu'on avait donc les lettres à donner, donc la fille de Che Guevara, à Fidel Castro, et à Victor Drake, le commandant. Et donc, par hasard, on a vu sur une affiche que la fille de Che Guevara, elle venait à une conférence en Belgique. Donc, hop, on a pris tout de suite le train. J'étais justement en Belgique. Où je suis venue spécialement, je ne sais plus. Mais en tout cas, on est allé et on a rencontré la fille de Che Guevara, on lui a donné la lettre et elle ne le croyait pas non plus. Parce qu'elle était, elle était fille aussi, une petite fille. Et donc, Jérôme, dans la lettre, il dit « Je t'ai rencontré quand tu étais petite fille. » Et elle dit « Non, je ne l'ai jamais rencontré, ce monsieur. » Donc, on ne savait toujours pas est-ce que c'est vrai, oui ou non. Et donc, mais on lui a donné la lettre et elle a dit « Moi, je vais donner la lettre à Fidel Castro parce que j'y vais, je le vois. » Et c'était juste avant qu'il ne meure. Hein. Mais il a eu la lettre, ça on sait, 2 lettres déjà. Et donc, voilà, il fallait encore la 3e lettre, mais... Oui, parce que juste pour préciser, donc cette histoire de Cuba, c'est après avoir rencontré donc, Ernesto Che Guevara lors d'une rébellion, en fait, dans une armée rebelle à l'époque pour libérer le Congo, c'est ça? Après, donc, quand le Che rentre à Cuba, Jérôme Sebassoni et quelques Rwandais, enfin ils sont Rwandais, tous Rwandais, suivent ce petit contingent de Cubains et c'est comme ça que Jérôme se retrouve à Cuba. Sauf que il faut pas trop qu'ils le disent, ils sont un petit peu incognito là-bas et donc ils font semblant de pas trop connaître le Che Guevara, mais en même temps, voilà, ils débarquent, ils parlent espagnol, mais bon, ils sont quand même rwandais, donc on les repère assez vite. Et donc là, il a fallu que Jérôme se fonde un peu dans la population cubaine. Ça n'a pas dû être simple. Et on a quand même des photos de ça qu'on voit dans le livre, où effectivement, on voit que Jérôme a effectivement bien pris ce bateau pour aller à Cuba et qu'il était parmi cette équipe. Donc... Et il devient kiné là-bas. Pardon ? Il devient kiné, ce qui est fou. Oui, il a étudié pour un diplôme de kiné au Cuba. Donc le Che a fait ça pour
dire merci à certains Rwandais qui ont bien servi. Les Congolais, ils n'aiment pas tellement. Parce que les Congolais n'étaient pas motivés, mais les Rwandais, ils étaient plutôt motivés pour... Oui, c'est ce qu'il dit, c'est un peu le bazar la de lutte. mener une rébellion avec les Congolais parce qu'ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas motivés, alors que Jérôme a l'air de le suivre fidèlement. C'est un petit peu ça qui va créer le lien entre le Tché et Jérôme. Mais donc, quand ils étaient à Cuba, comme étudiants, ils n'avaient pas le droit de parler de ce qui s'est passé au Congo parce que c'était un échec pour Che Guevara et ils n'avaient pas intérêt de raconter ça trop. Je pense que le livre est seulement sorti en 99, le journal de Che Guevara au Congo. 97, oui. Bon. Donc vous connaissiez l'histoire justement de cette colonisation On a appris tout Congo après. belge, etc. Oui, on a appris beaucoup de choses après. On a fait beaucoup de recherches parce qu'au début, on ne savait presque rien. Ah, finalement, à l'école en Belgique, on ne parle pas de ça, j'imagine. Non, pas beaucoup en tout cas. On disait que les Belges ont fait des bons travaux au Congo, qu'ils ont christianisé les Congolais, tout ça, mais c'est tout. Oui, toutes les colonisations, c'est un peu comme ça. En fait, Jérôme, il ne pouvait pas non plus rentrer au Rwanda parce que là, il n'était pas du bon côté, quoi. C'était un Tutsi et là, les Hutus étaient au pouvoir. Donc le Rwanda, il pouvait oublier. Burundi, il pouvait oublier aussi. Et donc, il ne savait pas où aller. Et Che Guevara et surtout Victor Dreke, qui était le numéro 1, lui, il avait dit vous rentrez tous chez vous. Et Jérôme, il avait eu consigne de son commandant rwandais de suivre ce blanc-là, qui était Che Guevara. Il ne savait même pas qui c'était. Mais ce blanc-là, il devrait le suivre jusqu'à ce qu'il soit mort. Et donc, il a dit, moi, je ne rentre, je vais le suivre. On m'a donné les consignes. Il faut aussi savoir qu'au début, Jérôme ne voulait pas du tout savoir. Il ne voulait pas travailler avec Che Guevara parce que c'était un blanc. Donc il disait, moi, je fais Comme pas... les Belges. Ouais, c'est un Belge. Il disait, moi, je ne veux pas travailler avec la merde, là, avec le Belge, là. Et puis, c'est d'abord Che Guevara lui a donné, l'a séduit un peu avec des cigarettes, comme ça. Et il avait boudé, c'était un boudeur, hein, Jérôme. Il boudait, il disait, moi, je ne voulais pas accepter les cigarettes de ce blanc-là. Et puis après, c'est Victor Dreke, qui était un commandant noir, qui s'est approché de lui, qui a dit, c'est pas un Belge, c'est un révolutionnaire, il faut que tu restes avec nous. Il va libérer l'Afrique, il va nous libérer des Blancs, justement. Et son commandant avait dit, tu dois le suivre jusqu'au bout. Et là, il avait accepté, et puis il avait vu effectivement que c'était un homme très courageux et tout, et donc il n'a plus hésité après. Et là, il l'a suivi jusqu'à Cuba, et il s'est marié là-bas aussi, Jérôme. Il avait un enfant et une femme, Olga, et à un moment donné, on lui a dit, tu dois devenir cubain, parce que tu es ici incognito, t'es personne. Et là, Jérôme avait dit, oh, moi je suis rwandais, je ne veux pas du tout devenir cubain, moi je suis rwandais. Et donc après, il est retourné en Afrique pour refaire à nouveau la rébellion. Et il n'a plus jamais pu retourner à Cuba. Il a regretté ça terriblement, qu'il ne pouvait plus retourner. Oui, ça faisait partie des 3 promesses que vous lui aviez faites, de faire un livre, il est là devant nous. Oui. D'envoyer les 3 lettres et puis de le ramener à Cuba. Et finalement, ça se fait pas puisqu'il meurt entre-temps. On l'a ramené au Cuba, mais malheureusement, il était décédé. Mais il a lu ses lettres pour la fille de Che Guevara. On l'a filmé à cette époque-là. Et on l'a ramené, le film. Et mais comme toujours, on a toujours de la chance. On était à Cuba pour une exposition. Et on avait demandé à l'ambassade de Belgique si on ne pouvait pas organiser une conférence et inviter les anciens combattants. Tu peux toujours essayer. Et ils ont dit oui. Ils étaient d'accord. Et puis on a invité le commandant Victor Dreke, pour qui on avait encore la dernière lettre. Et ils sont venus, et c'est là qu'on a su que toute son histoire était vraie, parce qu'on l'a projeté, il a lu sa lettre,
Et les anciens combattants, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit, mais c'est pas vrai. Notre Jérôme, il est là. Et donc, c'est là qu'il s'est levé, Victor Drek, il s'est levé, il a dit hommage à Jérôme, vraiment, c'était... Oui, puis après, il vous reçoit dans sa maison, Oui. vous rediscutez souvenirs, il vous montre des On a photos. regardé des photos avec lui, des films, et là, il a dit, voilà, c'est une photo à moi avec Jérôme, il l'aimait beaucoup. Mais il disait aussi, comme Jérôme, c'était vraiment quelqu'un qui aimait bien exagérer, comme vous voyez un peu dans les petits films, beaucoup de gestes, il exagère et puis il disait ouais mais Oui, il avait un talent d'acteur parce qu'on le Oui. sent très expressif. Hein. il était horriblement expressif, donc c'est pour ça aussi qu'on disait un peu est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc, mais bon, c'est là qu'on a eu la réponse et c'était très très émouvant d'avoir enfin cette réponse que c'était vrai. Et la dernière chose qu'on avait promis, c'était de trouver son enfant qui s'appelle Jean. Ouais. Jean, mais voilà, vous allez nous aider. Vous allez tous nous aider. On a de la chance. En général, il y a quelqu'un dans la salle qui connaît Jean Sebastioni en Floride. Il a dû quitter avec sa maman Cuba parce qu'on a cherché partout. On a même, quand il y avait plein de gens dans la foule, on a crié parfois Jean Sebastioni pour voir un peu s'il n'y avait pas quelqu'un qui se retournait. Mais non, on n'a pas eu cette chance-là. Mais donc, on doit aller au Floride pour trouver ce fils parce qu'on a des images où il a encore un message pour son fils pour dire pourquoi il a abandonné et à quel point il aimait encore. Donc, on aimerait tellement encore lui montrer ça. Non, mais je pense que l'appel avec le vent du large, c'est bon. Ça devrait se faire. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut nous aider, venez nous voir. Au niveau graphique, tu utilises de l'aquarelle, crayon de couleur, plusieurs techniques dans le livre. Oui, j'utilise tout que je peux porter dans mon sac à dos. Je travaille toujours sur location dans mes carnets de croquis, surtout avec le bic. Mais si j'ai le temps, j'ajoute les crayons de couleur, l'aquarelle, les craies gras. Ça dépend du temps que j'ai. Parfois, je fais 10 dessins en 5 minutes et parfois, je fais un dessin en 4 heures. Donc généralement, tu passes par une phase de croquis rapide et puis tu reviens après ou... Oui, ça dépend. Si je veux dessiner l'atmosphère d'un certain endroit qui me plaît ou qui est intéressant pour l'histoire, je me mets à côté, je dessine pendant des heures et des heures. Et c'est très intéressant de travailler comme ça. Parce que tu fais des rencontres, parfois il y a des gens qui viennent te parler et qui te donnent des informations supplémentaires. Comment est perçu d'ailleurs le dessin comme ça en Afrique? Est-ce que les gens viennent vers toi, t'interrogent, te demandent de garder les dessins? Oui, parfois ça se passe, mais bon, j'ai des techniques parfois de me faire invisible aussi. Quand je veux être invisible, je suis invisible. Mais quand je suis visible, ils viennent me parler. Mais parfois, il se passe des choses drôles. À un certain moment, je voulais dessiner une certaine prison au Rwanda pour un autre reportage. Il y avait une gardienne qui m'avait vu de l'autre côté de la rue et elle vient près de moi et elle dit « c'est interdit ». Et je dis « qu'est-ce que je dois faire? Je dois déchirer ma feuille ou quoi ?» Elle dit « non, fais comme ça ». Et alors j'ai fait comme ça, une ligne, trois traits, ouais. Et c'était d'accord. Excellent. Alors effectivement, il y a une expo d'ailleurs ici sur la bande dessinée en Afrique. Tu rencontres souvent des dessinateurs africains? Ouais. Oui, je rencontre souvent des dessinateurs africains. Je vois que M. Christophe Cassio, il est là aussi. On a été aussi au FIBDA, c'est le Festival international de la bande dessinée en Algérie. Et là, j'ai rencontré beaucoup de dessinateurs qu'on a retrouvés après. Dans les pays parce que j'étais par exemple aussi au Cameroun, donc j'ai rencontré des dessinateurs camerounais là-bas. On les retrouve. Mandragore, moi j'aurais une question pour toi. Comment s'est passée ta rencontre avec les auteurs? Quand on a un bouquin comme ça dans les mains, ça doit être assez génial, non, en tant qu'éditrice? Eh bien oui, alors faut dire qu'aux éditions L'Œuf, on reçoit des projets extrêmement différents parce qu'on publie des choses assez variées
en termes de ligne éditoriale, c'est assez large au niveau des styles de dessin et même des sujets. Donc nous, hormis, en fait, on a vraiment une exigence au niveau de la diversité graphique et de l'originalité graphique. Mais c'est vrai qu'au niveau des sujets, on n'est pas fermé. On va dans plein de directions. Et en fait, ça s'est passé d'abord par un email de Hilde qui m'envoie un email et qui me dit oui, voilà, on a un super projet, on a un bouquin qui est sorti en Flandre et effectivement, il y avait un petit dossier de presse avec des articles, beaucoup en flamand, mais un petit peu en français aussi. Et il se trouve que... moi, j'ai un collègue qui est très fan de Cuba, qui a été beaucoup à Cuba, et qui m'a dit « Oh, ça a l'air génial » et tout. Donc, ça m'a poussé aussi un petit peu à me plonger dans le projet. Alors, c'était un gros projet, parce qu'il faut quand même dire que c'est beaucoup de textes, qu'il y a eu un gros travail de traduction qui a été fait vraiment par un superbe traducteur qui s'appelle Laurent Bayer. Il a fallu tout recalligraphier parce que tout est calligraphié à la main. Donc un gros travail aussi pour le dessinateur. Donc voilà, c'était un gros projet pour nous qui sommes une petite maison d'édition. Mais c'est vrai que d'une part, le côté tout à fait original du livre, voilà, qui n'est ni tout à fait une BD, ni tout à fait un récit de voyage, qui est du journalisme, mais fait d'une manière tout à fait originale. Et puis, les auteurs sont quand même très sympathiques. Ah. Et du coup, voilà, le courant est bien passé. Et comme on est aussi un peu fou aux éditions L'Œuvre, on s'est dit, allez, on va faire ça. Ça a l'air passionnant, cette histoire. Voilà, c'est vraiment des histoires de coup de cœur. C'est vrai que nous, on fonctionne quand même vraiment beaucoup avec ça, quoi. On regarde un peu dans le public s'il y a quelques questions. Je suppose que vous en avez plein. N'hésitez pas. Peut-être aussi, il y a peut-être... voilà. Je me déplace. Alors, bonjour, j'ai pas encore lu l'album, j'ai acheté hier, mais j'attendais justement la rencontre pour le dire après. Je ne sais pas si c'est une légende, mais on dit que Che Guevara avait tracé un portrait peu élogieux de Laurent Gbagbo. En gros, faire des affaires et autre chose. Oui, c'est pour ça un peu que c'était tabou, ce sujet de l'année qu'il a passé en 1965 au Congo. C'était tabou parce que c'était un échec pour lui. Et effectivement, il avait compté sur beaucoup plus de soutien du côté de Congo. Et puis, il voyait bien que les leaders n'étaient pas les leaders qu'il pensait. C'était surtout les gens, c'était surtout ils voulaient surtout le pouvoir. Ils étaient dans le diamant et puis dans les boissons. Et donc, c'était un peu tabou. C'est le problème dans les révolutions, Ouais. c'est pas Kabila. parce qu'effectivement on lutte contre un dictateur qu'on a forcément des idées très ouvertes. Et voilà, on peut tomber d'un dictateur à un autre facilement. Oui, mais c'était aussi le fait que les Congolais n'étaient pas du tout comme Che Guevara les voyait. Che Guevara, il avait des stratégies très bon. C'était un militaire. Ouais, c'était un militaire et puis il était avec des Congolais qui faisaient des rituels pour être invincible. Ouais, le dawa, donc c'était un rituel et donc avec des amulettes, avec plein de rites et comme ça les balles, c'était comme de l'eau qui tombait. Et puis ils avaient aussi ça, c'était ce que Victor Drake nous a dit, le Cubain. Il disait qu'il criait donc pour être impressionnant face à l'adversaire. Il criait « Moule le maille, moule le maille !» Donc tout d'un coup du buisson, il criait. Donc les militaires, ils savaient où ils étaient et ils tiraient dessus. Mais bon, comme ils étaient invincibles, vous voyez... mais donc, c'était très difficile pour Che Guevara, Victor Drake, pour les Cubains, de les convaincre à se taire. Et voilà, donc...
Même Jérôme, qui était rwandais, qui ne croyait pas au Dawa et tout ça, il disait mais ils étaient incroyables, ils criaient dans les buissons, puis bien sûr ils savaient où on était. Donc, voilà, difficile de mener une guérilla dans ces conditions-là. C'était très difficile. Donc oui, c'était un échec et il était très déçu. Qu'il était au Congo? C'était en 1965, c'était presque une année. 1964 à 1965, c'est sur les deux années. En fait, on ne sait pas si Kabila a été décrit comme ça par le Che Guevara, parce que son journal du Congo sort en 97, au moment où Kabila arrive au pouvoir. 30 ans après la mort du Che Guevara. Donc on ne sait pas si ce journal, qui était en partie financé par les financements mobutistes, n'a pas été un petit peu, comment dirais-je, réécrit, en fait, pour donner une vision négative de Laurent Désiré Kabila. Donc ça reste encore hypothétique. Oui, mais nous, on a parlé avec Victor Drecker et il était bien clair là-dessus. Oui, non, mais que le Che Guevara ait vraiment écrit ça dans son journal. Ah oui, non, ça on ne sait pas, quoi. Mais il commence son journal en écrivant, c'est l'histoire d'un échec. Ouais. Donc c'est clair. C'est clair, ouais. En tout cas, bravo, c'est super. Je veux dire, je ne sais pas si les gens mesurent l'effort, mais quand on est déjà allé au Rwanda, au Burundi, au Congo, Kinshasa, dans l'Est, retrouver ce type, écoutez, franchement, chapeau, quoi. S'il vous plaît, on l'avait promis. Acheter cet album, c'est quand même une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Chapeau. Merci. Et merci aussi à Mandra et l'édition L'Œuf, parce que maintenant, il n'est pas tombé dans les oubliettes. Et c'était vraiment ça. Et on est très content que je suis sûre qu'il serait tellement heureux. Oui. Bah oui. Moi, ça fait plaisir de voir que le livre peut encore avoir ce rôle-là de ne pas être qu'un objet de consommation, mais vraiment porter en fait un hommage et aussi retracer la vie de gens qui finalement sont des gens qui ont été importants dans l'histoire, mais qui sont restés à côté de l'histoire. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me passionne, effectivement, de découvrir comme ça des gens qui ont eu des vies complètement incroyables, qui ont été des acteurs de l'histoire, mais voilà, dont on n'entend jamais parler, en fait, parce qu'ils sont passés à côté de la caméra. Non, c'est un magnifique témoignage. Et effectivement, ça permet de ne pas oublier l'histoire de gens qui sont importants, qui ont été importants. Ce que je trouve fort, c'est que vous le fassiez effectivement en tant que Belge, parce que effectivement, comme tu disais, on était mal à l'aise parce que il n'arrêtait pas de se dire Belge de merde, machin. Et vous, en fait, vous êtes retrouvé enseignant dans ces pays-là, sans forcément. Enfin, je sais pas. Justement, c'est aussi une question. C'est quelle distance et quelle réflexion vous pouvez avoir en tant que ressortissant belge dans ces pays-là. Ça ne doit pas être simple. Oui, c'était pas simple parce qu'en fait, ma maman, elle avait été en 59 au Congo pendant 2 ans, comme jeune enseignante aussi. Et donc, lui, il était à l'endroit où était ma mère pour chasser les Belges. Donc, lui, il était acteur là, rebelle. Et puis, il y avait la version de ma maman. Ouais, c'est incroyable, on a été chassés, patati patata. J'ai eu sa version aussi. Puis après, nous, on était au Rwanda tous les deux au moment du génocide. C'est lui aussi qui était là. Il nous a chassés. Et donc là aussi, il a sa version. Nous, on a la nôtre. Et donc, c'était une confrontation très poignante pour nous aussi. Et puis là, on est sur ce banc. Et puis lui, il prend ma main et puis il regarde dans ma main et il dit « Ouais, mais toi, tu as la main toute douce là, tu fais rien dans la vie ou quoi ?»
Et puis moi, je regarde sa main et je dis oui, mais ta main, là, il reste presque plus rien. C'est tout dur. Et donc voilà, c'était la rencontre entre nous deux. C'était très émouvant. C'était vraiment les deux côtés. Le rebelle qui rencontre quelqu'un qui vient, soi-disant, en humanitaire ou en développement. Oui. Donc, c'est vrai, j'allais dire la même chose aussi de ta mère, mais on a toujours connu les deux côtés de l'histoire. Il y a le côté des Africains de Jérôme, mais aussi le côté des Européens. Il y a le côté de nous qui étaient au Rwanda dans le temps d'Habyarimana, dans le régime des Hutus. Et puis il y a la version des Tutsis avec qui Jérôme est venu. Et on a toujours été un peu d'un ou d'autre côté dans cette histoire. Et au moment qu'on a rencontré Jérôme, on l'aimait tout de suite. On avait une très bonne relation. C'était un peu comme notre oncle, je pense. Oui, il nous aimait beaucoup. Ça, parce que juste avant de mourir, donc moi j'étais réfugiée non, j'étais en France parce que je vis en France. J'étais réfugiée en France et puis il y avait le caméraman que vous allez voir, il a filmé des choses, qui me téléphone, il disait écoute, Jérôme va pas bien du tout, on doit lui amputer une jambe, on n'a pas su pourquoi, mais à mon avis c'était diabète, parce que je sais pas. Et donc on a amputé sa jambe, mais juste avant l'opération, il avait demandé que le caméraman rwandais il venait, et puis après il a dit écoute, il faut que tu dis à Hilde qu'elle doit continuer le travail, elle ne peut pas m'oublier. Tu lui dis ça, elle doit donner les lettres, elle doit faire ça, elle nous a promis ça. Et puis après l'opération, il est décédé. Et donc voilà, voilà, c'est chose faite. La mission est restée. J'avais une petite question aussi. Il y a une partie assez importante dans le livre sur les pères blancs. Je trouve ça intéressant. Bon, déjà, nous, on ne connaît pas beaucoup forcément en France cette histoire, l'importance des pères blancs là-bas. Et parce qu'il y a un rôle négatif, effectivement, mais il y a aussi un rôle positif. Enfin, j'ai vu... Il y a quand même, je ne sais plus le nom du père, il y a plusieurs pères qui sont interrogés par rapport au padre Kerepi, effectivement, qui a assassiné ou fait commanditer en tout cas l'assassinat de l'oncle de Jérôme. Et il y en a aussi un, effectivement, qui a défendu les Rwandais pendant ce génocide. Voilà. Et c'est intéressant de voir la complexité des choses aussi en tant que... Dans l'histoire de colonisation, de décolonisation, de voir comment tout ça s'imbrique et comment c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui sont clairement méchants, en tout cas qui dérivent vers des actes très cruels, et puis il y a aussi des gens qui ont en fait développé un amour de ces pays-là, et qui voilà, se sont intégrés aussi, et c'est toute la complexité de tout ça qu'on retrouve un peu aussi dans ce reportage. Voilà, Oui, c'est vraiment complexe. Donc on a d'abord les pères blancs qui étaient là en 59, l'un, père blanc, padre Kerepi, qui était témoin ou peut-être même coupable du meurtre de Tonton Mutembe. Et ça a duré longtemps avant qu'on savait qui c'était, Padre Kerepi. On a cherché sur l'internet Kerepi, rien trouvé. À un certain moment, on a rencontré, ou on a écrit avec un ami qui habite au Congo et qui connaît très bien la culture rwandaise et la langue et tout. Il dit, bon, Padre Kerepi, c'est pas Kerepi, mais c'est Klep. Parce qu'au Rwanda, on dit pas le L, mais on dit le R. Et entre tous les consonnes, on dit une voyelle. Donc, c'est pas Kerepi, mais c'est Kelepi, Klep. Et alors, on dit, ah, Klep. Et puis, on a trouvé des traces qui nous ont menés vers Père Klep. Oui, et donc, Père Klep, on l'a trouvé finalement quand on était au Rwanda en 2018. On a vu son portrait sur le mur dans l'économa de l'évêque. C'est comme ça? Oui.
Donc, mais après, on a appris qu'il y avait 2 Klepp. Il y avait 2 frères Klepp. Et l'un, c'était comme Max. Oui. Il était un peu comme un ours, mais il était très gentil. Et l'autre, qui s'appelait... Bon, l'autre était moins gentil. Donc, ça, c'est déjà 2. Et puis, je suis aussi allé chez les Pères Blancs en Belgique. À Bruges, il y a une maison des vieux pères. Entre-temps, ils sont tous morts, tous ceux que j'ai interviewés. Mais ils m'ont raconté, il y en avait 2 qui étaient aussi au Rwanda au temps de la génocide. Ils sont restés beaucoup plus longtemps que nous, parce qu'ils étaient dans la partie du pays qui était déjà occupée par les rebelles, les mêmes rebelles parmi lesquels Jérôme était. Donc, nous avons connu les cruautés des Hutus contre les Tutsis, mais ceux-là, ils nous ont raconté les cruautés des Tutsis envers les Hutus, dont on ne parlait jamais chez nous. Donc, on a vraiment vu à ce moment-là qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a toujours les gens qui font des cruautés, mais ça vient des 2 côtés. Et il y a aussi des héros des 2 côtés. Je dois juste dire que ce n'était pas un Belge. On sait que c'était un Hollandais, un Néerlandais. Donc on a dit, mais on n'a pas pu le dire parce que Jérôme était déjà décédé, donc on n'a pas pu lui dire que ce n'était pas un Belge. De merde. Oh, un Belge de merde, c'était... Ouais, donc voilà, mais c'était très intéressant effectivement de voir qu'il y avait des pères blancs. Nous, on a été éduqués que les pères blancs, ils faisaient que des bonnes choses en Afrique. Ils soignaient les malades, les enfants malades, oui. Voilà, et tout. Et puis l'éducation. on entend sur le banc que c'était un père blanc qui avait tué son tonton. On a dit non, ça ne peut pas être vrai. Ils sont très bien. Et puis pour finir, on a vraiment, parce qu'on a questionné des gens sur place, et ils disaient aussi que les pères blancs, ils étaient vraiment complices dans l'assassinat de plusieurs personnes. Après, on a lu des livres aussi. L'évêque Pérodin, je sais plus. Pérodin, j'ai lu des livres là-dessus, et puis là-dedans, ils disent aussi, ils mentionnent Klepp, ils le remercient pour tout ce qu'il avait fait, et puis ils disent aussi qu'il y avait effectivement des pères blancs il a mentionné même des noms des gens qui étaient impliqués dans des crimes. Mais de Klepp, il n'a jamais parlé. Mais nous, on le sait. Vous le savez. Ouais, et nous, on le sait aussi maintenant. Ouais. Et voilà, maintenant, tout le monde le saura. Ouais. Enfin, tous ceux qui vont acheter le livre, lire le livre, votre livre. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer ? Oui, bonjour. Ma question, c'était est-ce que vous avez une autre enquête ou plusieurs enquêtes en cours ? Il y a le fils de Jérôme, déjà. Oui, le fils de Jérôme, mais il faut toujours faire attention quand vous êtes à côté de moi sur un banc. Parce que là, je viens de Mauritanie, la semaine passée, je suis partie. Et j'avais un monsieur à côté de moi avec qui j'ai parlé. Et lui, c'était un Congolais, Roger. Et il avait aussi des histoires très intéressantes. Donc, peut-être il y a quelque chose qui va suivre sur des diamants. Et sur les mercenaires, le rôle des mercenaires au Congo. Non, pour le moment, non. Mais bon, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des choses qu'on peut... Toi, tu as peut-être... Oui, bon, bon, puisqu'on ne vit pas ensemble, moi je vis en Europe, il vit en Afrique. Pendant la corona, j'ai commencé à faire des enquêtes dans mon quartier parce qu'on n'avait pas le droit de se déplacer longtemps, loin. Et bon, je viens de finir un livre en irlandais qui raconte un peu sur mon quartier, mais je l'ai fait avec une voisine iranienne qui raconte les choses comme elle les voit avec ses yeux à elle. Et donc ça, j'ai fini. Et maintenant, je suis en train de faire quelques petites enquêtes, mais c'est encore de préparation pour peut-être une autre histoire. Je me suis intéressé beaucoup à l'histoire des Roma,
dont il y en a quelques-uns qui vivent à Grain. Mais ça, c'est seulement embryonal. Oui, maintenant, c'est vrai. Donc, avec l'histoire de Jérôme Sebassoni, ça raconte l'histoire de l'investigation. Donc, comment nous, on a travaillé avec nos méthodes à l'improviste. Mais maintenant qu'on sait que l'histoire est vraie, on est occupé à faire une bande dessinée, mais vraiment avec des planches comme c'est traditionnellement. Je ne sais pas si c'est traditionnellement, avec des planches. On est occupé à faire sa vie, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dedans, parce qu'on n'a pas examiné, mais il y a plein de choses, sa vie, comment était sa vie à Cuba, comment était sa vie au Congo. Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dedans parce qu'on n'a pas cherché la vérité. Et donc, on est occupé à faire, j'ai fait le storyboard, et c'est un dessinateur africain de Bangui qui est occupé à dessiner, mais je ne sais pas si ça va aboutir, mais, parce que c'est quand même pas évident. Mais donc, on espère qu'un jour, vous allez lire toute l'histoire de Jérôme Sebassoni. Et puis les Rwandais, que les Rwandais lisent aussi. Oui, voilà. Ce serait bien aussi que ça revienne là-bas. C'était une remarque qu'on avait eue quand on a sorti les livres en néerlandais. Il y avait quelqu'un qui avait écrit dans le journal « C'est dommage qu'on ne connaît pas toute sa vie ». Qu'il y a des choses. Et puis, Jeroen disait « Oh, mais qu'est-ce qu'il écrit ?» J'ai dit « Mais il a raison. Il a raison. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas ?» Et puis, on essaye. Voilà. C'est ce qu'on espère que ça va marcher, mais on essaye. Je pense que l'heure a tourné à peu près. Je sais, parce que je n'ai pas de montre, hein, mais je pense qu'on va terminer par la projection. Il y a une question encore ? Ah oui, pardon, je ne vous avais pas vu. Attendez le micro parce qu'on on vous entend pas. Est-ce que vous abordez, parce que lui, il est Tutsi, donc il est victime du génocide, ou qu'est-ce qui se passe finalement ? Non, il était rebelle. Il était rebelle aussi. Il était au front. D'accord. Donc lui, il se battait, mais il n'a pas subi directement finalement le génocide en tant que tel. Mais sa famille, non ? Bon, ce qui s'est passé, donc Jérôme il avait 15 ans en 59, et là, il y avait beaucoup de violence contre les Tutsis. Parce que les Belges voulaient mettre les Hutus au pouvoir. Et puis, Jérôme a fait tous ses voyages à Cuba, au Burundi, et il est devenu membre du Front patriotique rwandais de Paul Kagame, qui a voulu reprendre le pouvoir au Rwanda à partir de 1990. Et il s'est engagé dans l'armée de Paul Kagame, et ils ont envahi le Rwanda en 1994, et donc à ce moment-là, Jérôme était à côté des rebelles qui sont entrés au Rwanda. Mais si on lui demande qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période, il disait « J'étais malade, j'avais la diarrhée, j'étais aux toilettes ». Donc on ne sait pas beaucoup de ça. Non, il ne voulait pas nous dire. Oui, effectivement. Et là aussi, on ne voulait pas nous dire quoi que ce soit parce que c'est. Oui, vous traduisez dans le livre. Oui, c'est très délicat et puis c'était un peu décevant. Nous, on attendait la suite de l'héros. Et donc, je dis alors, qu'est-ce que tu faisais au front ? Comment ça s'est passé quand tu es venu nous chasser un peu ? Et puis il disait oh là là, non, j'avais la diarrhée. C'était un peu. Bon, j'étais bleu comme ton t-shirt. Il disait j'étais aux toilettes. Donc on a cherché la toilette, mais est-ce qu'on a trouvé ? Oui, on est allé au front chercher les toilettes où il a été. Donc voilà. Non, c'est sûr qu'il ne voulait pas dire et on ne va jamais savoir. Mais ce qu'on avait découvert aussi, c'est que lui, il est vraiment directement de la famille du président Kagame. Oui, c'est étonnant ça. Mais oui, c'était spécial aussi de découvrir ça, qu'il était vraiment de la famille. Mais comme en 59, les Tutsis ont fui, il y a la partie de Kagame. La famille Kagame est partie en Ouganda et Jérôme, il est parti avec sa famille au Burundi. Donc, ils n'ont pas de contact. Et puis, on l'a su, hein, que c'était de la famille. Le jardinier était de la famille du président.
Mais on ne sait pas non plus ce qu'il a fait. Il a dit qu'il était instructeur à l'FPR au front, mais avec diarrhée. Eh ben super. Eh ben, alors, avant de lancer la dernière vidéo, qui est en fait un film filmant Jérôme Sebassoni en train de lire la fameuse lettre pour la fille de Che Guevara. Je voulais juste vous dire que voilà, si vous voulez retrouver les auteurs sur le stand des éditions L'Œuf, ils y seront de 15h à 19h aujourd'hui et une partie de la journée demain à dédicacer et puis à continuer à parler. J'aime bien parler. Donc on est au stand B8 dans la partie des éditeurs. C'est pas très loin c'est dans la première partie. Donc n'hésitez pas à venir, à passer nous voir. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Jérôme Sebassoni alors maintenant. 9 de enero 2007. La carta para la hija de Tatu Guevara. Primeramente quiero saludar niña Aleida. Me llamo Jerónimo, soy un ruandés que cuido de su papá mientras estuvo en Congo. Mi comandante Mudán me dijo la responsabilidad de guiar a Tatu. Estuve junto a todo el tiempo que los cubanos estuvieron en Congo, hasta que regresó a Cuba. Una vez estuvo en tu casa, era muy pequeña, pero no se deja borrando tu imagen. Me fui con Che a Cuba junto al otro de Congo y de Kenia. Llegamos a 1966, comencé a estudiar fisioterapia, terminé a 75, perdí a todos mis documentos en la guerra de Burundi. Ahí formamos el PL, Fuerza Popular Ruandesa, y terminó la guerra aquí en 1994. Ya estaba muy viejo, sin trabajo, y ahora tengo una familia de 4 hijos pequeños. Escribí al comandante Fidel porque quiero, me ayuda a regresar a Cuba para que mi hijo pueda estudiar, y es lo que quiero. Pedirte a ti también que me ayude a regresar, que estoy muy viejo, no puedo hacer nada aquí por mi hijo que está pequeño. De saludo revolucionariamente. Nuevamente, un saludo ruandés y viejo amigo de Tatu. Que va a ser